Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Cartus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. On a dit beaucoup de choses là, sur cette réforme des retraites juste avant. On va y passer quelques instants parce qu'après il faut parler de la Fed, de la BCE, cet optimisme qui règne sur les marchés encore une fois en cette fin d'année. L'exécutif, juste, est-ce qu'il prendra le risque de mettre la France à l'arrêt? Parce qu'on y va tout droit là avec des Français, nous disait Jean-Marc Vittori des Échos, qui ne pourront pas passer Noël en famille si le gouvernement ne recule pas. Ça se finira comme ça, vous en pensez quoi vous? Je pense plus profondément que... D'un point de vue politique, là, on est sur de la politique. Non, le départ, c'est un problème technique qui a peut-être été sous-estimé. C'est qu'il y a tellement de diversité dans les systèmes de retraite aujourd'hui en France que n'importe quelle réforme un peu synthétique, un peu systémique, fait énormément de perdants. Et donc, on a des millions de perdants à cette réforme, beaucoup de fonctionnaires, les entreprises à statut, etc., un certain nombre de professions indépendantes. C'est extrêmement difficile à gérer une situation où il y a des millions de perdants. Et donc, il y a deux solutions. C'est soit, effectivement, la clause du grand-père, c'est-à-dire en fait de ne toucher que les jeunes qui ont le temps de s'adapter, de changer leurs habitudes. Sympa pour les jeunes aussi. Hein. Voilà. Oui, mais enfin, bon, quand vous rentrez dans la vie active, je veux dire, vous avez 45 ans pour épargner, pour faire, voilà, donc vous avez le temps de réagir, ce qui n'est pas le cas si vous êtes à quelques années de la retraite. Ou bien il faut compenser les perdants pour ce qu'ils perdent. Vous savez, une rente, même injuste, c'est une rente. Donc personne n'accepte de perdre sa rente, même si on peut considérer que d'un point de vue de l'équité, cette rente est injuste. Et donc le gouvernement va sans doute faire un mélange des deux, c'est-à-dire racheter une partie de la rente, ça veut dire compenser par des hausses de salaire, par d'autres avantages, une partie de la perte pour ceux qui sont perdants. Et donc, clause du grand-père uniquement pour les nouveaux entrants. Ça ne sera pas vraiment clause du grand-père, probablement ça sera entre les deux. Donc, mais pour qui pour tout le monde. Jean-Marc l'a dit, on est pour l'instant en 1975. Mais pour tout le monde ou juste pour les non, mais pour tout le monde. C'est que tous les Français nés après 75 basculent dans le nouveau régime, quel que soit leur employeur. Et pour les cheminots, pour tout le monde. Et ensuite, peut-être des compensations particulières pour les entreprises à statut, pour les enseignants, pour les infirmières, enfin, etc. Et ça vaut le coup? Est-ce qu'on s'éloigne trop du... Il y a deux sujets, et Jean-Marc l'a bien dit. Il y a un sujet équité. Sujet équité, c'est pas de la macroéconomie. C'est pourquoi un euro cotisé ne donne pas les mêmes droits à la retraite suivant ma profession. C'est une vraie injustice. On est dans un système qui est extraordinairement injuste. Dont on parle pas assez peut-être aussi d'ailleurs. C'était au départ, à nouveau, ce n'est que ça. Ce n'est qu'un problème d'équité. Et aujourd'hui, se rajoute un sujet évidemment d'efficacité économique, qui est que le vieillissement impose de faire quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut ne rien faire? Mais c'est absent du débat, pardon, c'est absent, Patrick, du débat, cette histoire de travailler plus longtemps, on n'en parle plus du tout. On n'en parle plus du tout, mais on devrait, parce que notre vrai sujet, le sujet d'équité, c'est un sujet d'équité. Donc, est-ce que voilà. Et là, le seul moyen de le corriger, c'était de passer à un système il faut un système où, d'une certaine manière, corriger de la pénibilité, ce qui est une complication supplémentaire. 1 euro de cotisation donne droit à la même retraite pour tout le monde. Et corriger de la pénibilité, ça veut dire en tenant compte de la durée de vie à la retraite. Donc c'est déjà extrêmement compliqué de faire ça, honnêtement. Parce que la durée de vie à la retraite n'est pas la même quand on est cadre, quand on est quand on est homme, ouvrier, quand on est femme, quand on est ouvrier, quand on est cadre. Voilà. Et puis deuxièmement, il y a un sujet d'efficacité, c'est que le vieillissement fait qu'on a le choix entre ne rien faire. On pourrait ne rien faire. Maintenir le système avec sa générosité actuelle, ça veut dire que les impôts qui financent les retraites vont augmenter. Si les jeunes sont d'accord pour payer plus d'impôts, et si on est capable de lever des impôts un peu neutres, c'est-à-dire qui ne créent pas trop de distorsions, de compétitivité, par exemple la CSG. C'est pas les cotisations sociales des employeurs, la TVA, enfin un impôt très général, très neutre. Si vous faites ça par les cotisations sociales employeurs sur les salaires, vous détruisez de l'emploi, de la compétitivité. Enfin, très neutre la hausse de TVA, il allait dire ça ceux qui ont du mal à bouffer. Non, mais c'est très neutre au sens ça n'affecte pas la compétitivité de l'économie française vis-à-vis de ses voisins, par exemple. Ça affecte le portefeuille de ceux qui ont du mal. Mais ça peut être un impôt sur le PIB, vous voyez, un impôt encore, voilà, on taxe tous les revenus, c'est un CSG très large, quoi. Mais donc il faudrait que les jeunes soient d'accord. Donc demandons-leur aux jeunes ce qu'ils en pensent. D'ailleurs, les moins de 40 ans, est-ce qu'ils sont d'accord pour payer de plus en plus d'impôts pour financer les retraites ou pas? On pourrait leur demander. Peut-être qu'ils sont d'accord. Peut-être qu'ils considèrent qu'eux-mêmes en bénéficieront dans 30 ans. Donc, et deuxièmement, est-ce qu'on est capable de financer ça d'une manière qui ne détruise pas la compétitivité de la France, sachant que nos voisins, eux, ne vont pas augmenter le poids des retraites dans le PIB. Donc, aujourd'hui, on est à 14%, eux sont à 10%.
Et si on monte ce 14, c'est le poids des retraites dans le PIB, évidemment, l'écart de compétitivité... Parce qu'il y a de la capitalisation aussi chez nos voisins qu'on n'a pas chez nous. Mais parce qu'aussi, les âges de départ à la retraite sont plus tardifs, parce que les retraites sont moins généreuses. On a totalement obéré ce sujet-là aujourd'hui. On n'est plus du tout dans cette question-là de savoir s'il faut travailler plus longtemps ou pas. Sachant que... Mais il faut dissocier les deux. Si on veut, faut éviter en économie de mélanger toutes les questions. Donc il faut d'une part se poser la question de l'équité. Et la seule réponse, c'est le système. À point corrigé de l'espérance de vie à la retraite, Ouais. Ce qui est un truc très très complexe. Il faut, parce qu'on peut, ce qui est complètement équitable, c'est que 1 euro de cotisation donne droit à la même retraite cumulée, donc sur le nombre d'années où on touche une retraite. Et puis deuxièmement, interrogeons-nous sur ce qu'on fait avec le vieillissement. Sachant que, oui, pardon, je coupe, les retraites à points, ça existe encore une fois, il faut le rappeler, en France, ça s'appelle les retraites complémentaires. Ça s'appelle l'Agirc-Arrco. Voilà, c'est géré par les partenaires sociaux, et que je sache, ça fonctionne. Ça fonctionne avec quand même une baisse de la générosité assez forte. On a baissé les points. Mais c'est là, il faut le rappeler. Mais c'est géré par les partenaires sociaux le de façon assez... baissé, et pourtant, le gouvernement nous dit il y aura une règle d'or. Oui, mais ça a été géré de façon, on peut reconnaître, de façon assez peu conflictuelle. Veut dire, donc il y a une gestion paritaire d'Agirc-Arco. Qui fonctionne bien. Mais qui était assez dure. Enfin, il y a eu une baisse de la générosité du système. Et on peut comprendre qu'une fois qu'on a dit ça, qu'on n'a pas envie d'être dans un système à points où finalement le valeur du point va baisser. Oui, mais l'intérêt du système à points, c'est qu'en plus, chacun peut faire ses choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un âge légal. Dans le système à points, si j'ai envie de partir plus tard, j'ai le droit de partir plus tard, j'aurai une meilleure retraite, on me rendra mes cotisations supplémentaires. Si je veux partir plus tôt, je peux partir plus tôt. Enfin, ça ouvre quand même une liberté individuelle qui est quand même assez forte. Donc c'est un des gros avantages du système à points, c'est que c'est un système où on sort de l'uniformité. Tout le monde n'a pas envie de partir à la retraite à 64 ans. Et puis il y a ceux qui peuvent rester aussi dans l'emploi. Il y a ceux qui ont envie de rester, il y a ceux qui n'ont pas envie de rester. Enfin, je veux dire, on donne quand même une marge de liberté individuelle qui est importante. Donc plus d'équité, plus de liberté dans cette réforme, mais qui ne passe pas dans l'opinion. Mais des millions de perdants. Et des millions de perdants. Donc comment vous faites une réforme qui fait des millions de perdants? C'est ça le grand problème aujourd'hui. Et il faut accepter l'idée que les grands gagnants, c'est qui les grands gagnants alors? C'est les salariés du privé, en moyenne. Bah non. Bah si. On calcule leur salaire aujourd'hui sur les 25 meilleures années. Oui, c'est les 25 meilleures années. Et là, ça sera sur la carrière. Donc oui, mais d'accord, mais sur la carrière, avec indexation du point sur les salaires, ce qui change tout. Ah, c'est beaucoup mieux ça. Bah oui, donc on réindexe le point. Et donc les salariés en moyenne... Les salariés du privé seront les grands vainqueurs. En moyenne, alors bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en moyenne, les salariés du privé gagnent, les agriculteurs gagnent, et les salariés du public et les indépendants perdent. Alors bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais c'est à peu près ça. Mais les salariés du privé seront gagnants avec cette réforme? Oui, normalement, les salariés du privé sont gagnants, oui. Ouais. Parce que le point est réindexé. Et donc, une carrière indexée, c'est mieux que les 25 années, les meilleures non indexées. Quoi. Bémol pour les cadres supérieurs, pour ceux qui gagnent très bien leur vie. Après, on a décidé que, ce qui est sans doute une bonne idée, que les cadres supérieurs étaient assez grands pour avoir un système de retraite complémentaire privé. Pas privé, chez un assureur, c'est une caisse de retraite. Et ce qui a... À mon avis, on peut estimer que quelqu'un qui gagne plus de 120 000 euros par an, c'est ce qu'ont fait les Suédois quand ils ont fait cette réforme, peut se prendre en main pour ses retraites. Et deuxièmement, on a mis une dose de solidarité, puisqu'il y a ce 2,8% de cotisation sur ces salaires qui ne donnent pas droit à des retraites, donc il y a de la redistribution pure vers les salariés des salaires plus faibles. Et troisièmement, ça va permettre d'avoir plus d'actions détenues par les Français, ce qui est une très bonne idée, parce qu'il faut quand même arrêter de l'idée, sortir de l'idée que c'est pas bien d'avoir des actions. Avoir des actions, ça permet d'être propriétaire de nos entreprises et de ne pas laisser nos entreprises propriété simplement des fonds anglo-saxons. Et donc si les cadres supérieurs en France se mettent à avoir un peu de fonds de pension avec un peu d'actions, être un peu propriétaire de nos entreprises, c'est quand même pas une mauvaise idée. Et donc, Jean-Marc Vittori des Échos nous disait, oui, mais... Le gouvernement est dans une seringue et au final, le gouvernement lâchera parce qu'il y a la base qui est plus radicalisée chez les syndicats et donc il y a ce risque de finalement que le gouvernement recule en race campagne. Je ne suis pas spécialiste de ça, j'en sais rien, je ne suis pas sûr. Si l'âge de 1975, donc si tous les salariés nés avant 1975 ne sont pas concernés... Ça enlève beaucoup de monde. Ça quand même enlève beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui deviennent sans doute assez indifférents. Quoi. Donc je ne sais pas, il me semble que... Donc les deux grosses concessions, c'est ça serait... bascule à partir de la génération de 75 et pas d'économie, pas de mesures paramétriques, pas de mesures d'âge, tout de suite. Non, mais à nouveau, là, et c'est là que le gouvernement doit être très clair,
il faut absolument séparer les deux questions qui n'ont aucun rapport. Mais c'est le gouvernement qui a fait le lien entre les deux. Oui, mais il ne faut pas. C'est une erreur absolue. Il y a la question de l'équité et il y a la question de la gestion du vieillissement. Ouais. Il faut absolument dissocier totalement ces deux questions. Sachant qu'en Suède, encore une fois, on prend toujours l'exemple de la Suède, etc. Oui. Vous me disiez, parce qu'on en parlait un petit peu hors antenne, on s'est croisés, que la Suède, avant de passer au système à points, ils avaient déjà un système ils avaient unifié. Un système. Bah oui, il n'y avait pas cette diversité incroyable de statuts. C'est ce qui fait que le problème, c'est l'héritage. Comparaison n'est pas raison pour le coup. Là, hein. Non, si vous avez un système unifié, passer au système à points, normalement, ça doit se faire sans difficulté. La seule difficulté que les Suédois ont dû gérer, c'est qu'il y avait un petit nombre de gens, une petite minorité, qui sont du coup partis beaucoup trop tôt à la retraite. Et donc, ils se sont retrouvés, après quelques années, avec des retraites faibles, avec un problème social. Donc, il a fallu qu'ils rajoutent un âge minimum, qui est de 61 ans. Pour éviter les gens imprudents qui partent trop vite. Mais évidemment, vous n'aviez pas cette énorme diversité. Nous, on a un système qui est totalement catégoriel. Non, mais après, on passe à autre chose. Mais juste, c'est pas simple le système des points parce que on cotise donc des euros qui se transforment en points et quand on arrive à la retraite, les points sont retransformés en euros. Et potentiellement, la valeur du point, comme on l'a vu pour les retraites complémentaires, peut baisser. Moi, j'ai pas envie que mon point baisse. Pardon, peut-être vous, peut-être, mais pas moi. Hein. Mais aujourd'hui, dans le système actuel, votre équivalent point, il baisse. Puisque pour la même durée de cotisation, on baisse, on a depuis baladure. Le taux de remplacement. Depuis 30 ans pratiquement, on n'a pas arrêté de baisser la retraite à laquelle vous avez droit. Le taux de remplacement, c'est ça. Le taux de remplacement, et même si on gardait le système actuel, le taux de remplacement dans les 20 prochaines années, il va énormément baisser. À cause des réformes qui ont déjà été faites. Donc la valeur du point, le système actuel, l'équivalent, l'a fait beaucoup baisser déjà. Et de façon totalement non transparente, totalement non démocratique. On fait des réformes l'été, etc. Donc quand même, le système à points, ça a la vertu de la transparence et probablement de la démocratie s'il y a une institution paritaire qui discute de la valeur du point. Allez, on parle un peu macroéconomie avec vous, Patrick. Qu'est-ce qui vous incite à l'optimisme en cette fin d'année? Parce qu'on a eu les chiffres de l'emploi qu'on a largement commentés ces dernières heures, notamment ici, qui sont très forts aux États-Unis. Oui. On a des bourses qui caracolent comme au sommet, des indicateurs avancés qui semblent montrer que l'industrie cesse de se dégrader. Il y a de quoi être plus optimiste en cette fin d'année? Le mois dernier, on avait déjà fait ce constat. On avait une espèce de récession industrielle, et on voit qu'on est sorti de cette récession industrielle, sans doute sauf en Chine. Et encore que, les indicateurs avancés en Chine sont aussi en train de s'améliorer, même si la réalité ne s'améliore pas encore. Parce que c'est une récession, c'était une espèce de mini-cycle industriel, avec une très grosse composante automobile, qui est en train de s'améliorer. Les ventes de voitures en Europe, par exemple, sont reparties. En Chine, elles baissent beaucoup, beaucoup moins. Et puis parce que c'était une espèce de coup d'accordéon industriel qui s'est arrangé. Il s'est arrangé pourquoi? Parce que l'environnement macroéconomique est quand même extrêmement favorable. On a politique budgétaire expansionniste, politique monétaire très expansionniste, faible inflation, donc gain de pouvoir d'achat relativement important pour les salariés, création d'emplois. Donc honnêtement, l'environnement macro, il est bon, Alors là-dessus, c'était greffé cette espèce de grand coup d'accordéon industriel qui est mondial et qui était lié à la saturation des ventes de voitures, qui était lié à la saturation de l'investissement de l'industrie, une mini-crise dans la chimie. Enfin, donc il y a certains secteurs, centres de secteurs qui ont été très négativement affectés. Ça a très peu affecté la France, en réalité, parce que la France, c'est plutôt l'aéronautique, la pharmacie, le luxe, qui sont des secteurs qui vont très bien. Ça a beaucoup affecté des pays comme l'Allemagne ou la Corée et la Chine. Et pourquoi puis, ce cycle s'est résorbé? Parce que l'environnement macro est très positif. On pousse la demande. Et alors, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on fait quelque chose qu'on ne faisait jamais avant. C'est-à-dire qu'arrivé au plein emploi, on continue à pousser la demande. Par des déficits publics, par des taux d'intérêt très bas, aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Chine. Regardez le plan de relance d'Abe qui a été annoncé cette semaine. Et donc, quand vous poussez la demande, quand même, vous tenez votre économie, Je veux dire, donc il y a une espèce de force qui pousse l'économie, qui est qu'on a une très forte stimulation de la demande à peu près partout dans le monde. Et là-dedans, quid du rôle des banques centrales? Encore une fois, on a eu... elles ont fait machine arrière, globalement, depuis 9 mois, sur leur plan d'action. Alors, pas la BCE, la réserve. Oui, ce qui est impressionnant, c'est la Réserve fédérale. Je pensais à la Fed. Alors, la Réserve fédérale, c'est très intéressant par ailleurs, parce qu'il y a un an, à peu près, ou un tout petit peu plus d'un an aujourd'hui, la Réserve fédérale nous disait qu'elle allait monter les taux au-dessus de 3%. Les marchés la suivaient. Et aujourd'hui, on sait que c'est pas 3 plus, que c'est 1,50. Et donc, il y a un change. Les marchés ont simplement suivi les déclarations de la Réserve fédérale. Pourquoi la Réserve fédérale a-t-elle complètement changé d'avis? C'est extrêmement intéressant, parce qu'elle s'est aperçue, dans la seconde moitié de 2018,
que les États-Unis ne supportaient pas des taux d'intérêt à 3% ou plus, que l'immobilier était en train de s'effondrer, que le marché action était en train de s'effondrer, ce qui est très grave aux États-Unis, et que donc ils allaient déclencher une récession avec des taux à 3. Donc du coup, ils reviennent à 1,50 et l'économie repart. Message qui est très important pour nous, nos économies très endettées, etc., ne supportent plus la normalisation des taux d'intérêt. Donc on est coincé. Donc les banques centrales ne peuvent faire qu'une demi-normalisation, et pas une normalisation complète. Et la normalisation complète des taux d'intérêt comme celle qu'on avait faite dans le passé chaque fois qu'on arrivait au plein emploi. Les 3 petites hausses de taux de la Fed, c'est une demi-normalisation. Quand on est à 1,50, on peut considérer on n'est plus à zéro. Donc ils étaient à 0,50, donc ils ont un semi-normalisé. Mais normalisé complètement, qui aurait effectivement exigé 3, 3,25, etc., l'économie américaine ne le supporte plus. Et ça sera la même chose pour l'économie européenne, pour l'économie japonaise, pour l'économie chinoise. Donc on est bloqué dans l'ère des taux bas pendant ad vitam aeternam. Mais c'est très logique. Nous avons des économies qui ont des taux d'endettement considérablement plus élevés que dans le passé. Plus vous montez le taux d'endettement d'une économie, plus sa sensibilité au taux d'intérêt est forte. Donc ce qui était acceptable comme taux il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui et c'est quand même complètement logique. Donc les épargnants vont continuer à être spoliés, entre guillemets spoliés, pendant des années et des années. On voit les rendements sur les fonds en euros d'assurance vie, c'est ça aussi. Tout le monde va sortir à 1 apparemment. Il y a plusieurs assureurs vie qui ont annoncé des rendements autour de 1. Oui, mais il faut comprendre la situation qui est quand même assez intéressante. Les taux d'endettement sont trop élevés. Public, privé. On a des taux d'endettement qui ressemblent à ceux des après-guerres, si vous ajoutez le public et le privé. Qu'est-ce qu'on avait fait après les guerres? On avait fait un mélange d'inflation sans hausse des taux et de taxation extraordinairement forte des patrimoines, suivant les pays. Donc on avait remboursé les dettes publiques par un mélange de taxes inflationnistes et de vraies taxes. On ne veut pas faire ça aujourd'hui. D'abord, l'inflation, on essaye, on n'y arrive pas. Non. Et les vraies taxes... C'est le gros échec des banques centrales, d'ailleurs, cette inflation. On n'y arrive plus, parce que les marchés du travail ne sont plus les mêmes, parce qu'on a des économies beaucoup plus de concurrence, plus ouvertes, etc. Donc on est passé d'économies fermées syndicalisées à des économies ouvertes désyndicalisées, donc évidemment on ne sait plus faire d'inflation. Les taxes, il y a quand même une opposition assez forte à la hausse des impôts, donc la seule solution qui reste, c'est de faire défaut sur les dettes. Il y a 2 façons de faire défaut sur les dettes, appelons ça les restructurer, c'est soit de faire vraiment une restructuration, donc on dit on remboursera que la moitié des dettes, soit de faire la restructuration lente, qui est une espèce de défaut lent, où tous les ans, on vous donne un taux d'intérêt qui est beaucoup trop bas par rapport à celui que vous auriez dû normalement avoir pendant le nombre d'années qu'il faut. En quoi c'est un défaut? C'est un défaut parce que quand on vous donne 1 alors que la croissance est à 3, c'est une taxation de 2. Appelez ça un impôt. Donc ce sont les épargnants qui vont... Ah bah oui. Ils vont payer. On va réduire les taux d'endettement jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau acceptables. Au lieu de le faire par l'inflation et par un vrai défaut, on va le faire par cette espèce de ce que j'appelle un défaut lent, qui est qu'on ne paye pas les taux d'intérêt qu'on devrait normalement payer sur les dettes. Eh ben c'est super, et ça va durer pendant 20 ans. 20 ans, le temps qu'il faut pour ramener les taux d'endettement. Et donc le lien est fait avec les marchés, donc la seule alternative pour avoir du rendement, ça restera les actions. Donc les actions vont monter à l'infini à vous écouter, et donc on aura une bulle absolument atroce. Oui, alors le danger de cette stratégie, c'est qu'elle est, comme on vient de le dire, ça paraît relativement simple. Et il faut qu'on ramène de 100% à 60% du PIB l'endettement public. On ne peut pas décider qu'on rembourse que 60% de la dette. Donc pourquoi il faut le ramener? Parce que tant que les taux sont bas, tout le monde est solvable. Non, mais j'invente les chiffres. Mais disons, on juge qu'on a trop de dettes, que ça limite. Mais la dette est soutenable en taux bas. Oui, David, elle est soutenable parce que les taux sont bas, donc c'est le même problème. Donc si on avait des taux normaux, la dette serait pas soutenable. Voilà. Donc on est obligé de réduire la dette. On ne peut pas le faire par la technologie habituelle, qui aurait été comme à partir de 1945 d'avoir une énorme inflation qui mange les dettes. Donc on le fait par une autre technologie qui est de payer des taux d'intérêt anormalement bas, le nombre d'années qu'il faut pour que les dettes soient réduites. Le danger, c'est que faisant ça, on pousse très fortement à la hausse les prix des autres actifs, des actions, de l'immobilier, des entreprises, etc. Donc le danger, c'est qu'avant qu'on ait eu le temps de réduire suffisamment les dettes, on ait des bulles partout dans les autres actifs, et qui forceraient à remonter les taux d'intérêt et donc d'arrêter le désendettement par les taux. Mais aujourd'hui, on fait du désendettement par les taux, appelons ça comme ça. Le danger du désendettement par les taux, c'est l'inflation des actifs. Et des bulles partout sur tous les actifs financiers. Il n'y a pas encore, mais on sent que
l'index est en train de frétiller sur l'immobilier, sur la valeur des acquisitions, des LBO, etc. Hein. Et ben voilà, je parlais d'optimisme en cette fin d'année. Non, mais là, on parle à 10 ans. Oui, on parle à 10 ans. Si on dit, voilà, c'est quoi? Si 2020, c'est une croissance meilleure que ce qu'on attendait aux États-Unis, en Europe, des taux d'intérêt qui restent bas, une liquidité abondante, on ne l'a pas dit, mais la liquidité mondiale qui diminuait re-augmente, particulièrement parce que la Réserve fédérale, vous le savez, met de la liquidité pour régler les problèmes de tension sur le marché interbancaire. Donc, de la liquidité, des taux bas et une croissance meilleure que ce qui est attendu. Normalement, c'est un environnement qui est bon pour les actions, pour l'immobilier. Si les profits repartent à la hausse aussi. Hein. Les profits, en 2019, ils ont été, disons, plats, en gros, hein, et en 2020, ils devraient repartir un peu en croissance aussi. Donc 2020 pourrait être une bonne année boursière, vous écoutez? Oui, alors à nouveau, on n'a pas le même jugement. À 10 ans, on peut faire une très longue liste de trucs inquiétants. On en a parlé, les bulles, la difficulté de maintenir cette politique de taxation des épargnants très longtemps. Mais à un horizon de 1 ou 2 ans, il me semble que la configuration, l'environnement est assez favorable au marché financier. On aura l'occasion d'en reparler en cette fin d'année. On vous prépare plein d'interviews et de vidéos assez contrariantes avec Patrick. On se reparlera d'ici là. Merci beaucoup. Merci Patrick Artus, donc chef économiste de Natixis, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Ciao.